On va y aller vraiment en toute simplicité là, pour que je puisse vous parler de ce voyage-là. Là, je vais vous partager mon écran, puis on va se plonger pas tout de suite dans la présentation, on va aller faire un petit tour avant, juste pour essayer de situer un petit peu plus où se situe le voyage précisément. Donc, au grand mot, les grands remèdes, hein, c'est ça l'expression. Parce que j'ai de la difficulté à trouver une image de la baie Georgienne assez succincte de la région qu'on va. Fait que là, j'ai fait, non, là, on repart ça à zéro. On va y aller avec Google Earth, comme ça, on va pouvoir zoomer vraiment la zone qu'on va, puis je vais pouvoir vous parler un petit peu plus de ça. Fait que juste vraiment pour situer un petit peu le voyage, on va zoomer tranquillement vers la baie Georgienne. Tu sais, la baie Georgienne, là, c'est souvent nommé le 6e grand lac. On voit qu'il y a le lac Ontario, il y a le lac Erie, il y a le lac Huron, il y a le lac Michigan, il y a le lac supérieur. Puis vraiment, la baie Georgienne, c'est vraiment l'ex-croissance qu'il y a du lac Huron. Donc vraiment, c'est tout se situe évidemment en Ontario. Donc c'est vraiment toute cette grande baie-là. On va pas l'explorer au complet quand même pendant les 8 jours de l'expédition, évidemment, mais on va vraiment s'amuser dans la partie plus qui est au nord-est. Donc, si vous avez déjà entendu parler de la baie Georgienne, une des choses qui vient souvent, c'est la péninsule de Bruce. C'est la partie qui se situe vraiment plus dans le côté ouest de la baie Georgienne. C'est vraiment un secteur qui est très connu, qu'il y a des parcs et tout ça. Puis nous, au contraire, on va vraiment aller dans la section plus nord-est. Je vais zoomer un petit peu plus précisément pour vous montrer. On va dans une partie qui est beaucoup plus sauvage que la péninsule de Bruce. Donc là, ce que vous voyez présentement à l'écran, c'est à peu près l'itinéraire qu'on fait en gros. Donc, on part de la ville qui s'appelle Britt, là, qui est environ au centre de l'écran. On navigue à travers des milliers d'îles et d'îlots rocheux. Là, ils sont plutôt difficiles à voir, mais il y en a vraiment une quantité juste incroyable. Et finalement, qu'est-ce qu'on veut vous faire vivre à travers ce voyage-là? C'est vraiment une navigation côtière à travers ces îlots rocheux-là. Donc, vraiment, aller se perdre complètement là-dedans. Et puis, tranquillement, aller vers, on pourrait dire, notre objectif, qui est d'aller jusqu'à cette grande île ici, qu'on appelle Bustard Island, et aller jusqu'aux 3 phares que je vous montrais tantôt. C'est une succession de 3 phares qu'il y a dans les Bustard Rocks, qui se trouvent juste ici, là, vraiment, à l'ouest de l'île Bustard. Donc, c'est vraiment, là, je voulais juste, là, avant de vous montrer un petit peu plus les photos, juste vous montrer, là, en gros, en 8 jours, c'est à peu près tout ce territoire-là qu'on va couvrir. Avec les photos, vous allez voir un petit peu plus l'ambiance de à quoi ça ressemble. Puis je vais pouvoir rentrer peut-être un petit peu plus dans le détail sur le kilométrage ou le nombre de kayaks qu'on va faire par jour, sur les campements, à quoi ça va ressembler. Donc, essayer de se plonger un petit peu dans cette ambiance-là de mer intérieure là, de la baie Georgienne. Puis, l'autre chose que j'aimerais quand même spécifier, qui est vraiment particulier pour ce voyage-là, c'est que toute la section des îles qu'on va, on ne voit pas ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, on est toujours à l'horizon comme si on était en pleine mer. Donc, c'est pour ça que je parle souvent de mer d'eau douce, parce qu'on a vraiment le feeling de la grandiosité de la mer, mais on est vraiment dans de l'eau douce. Donc, c'est vraiment un peu la particularité de ce voyage-là, c'est qu'on a un peu l'impression de mer, mais on est vraiment dans l'eau douce. Donc, je vais aller plus vers la petite présentation PowerPoint pour justement se plonger un petit peu plus dans les images de ce voyage. Commençons par le début. Hein. Les premières choses en premier. Donc, évidemment, c'est un voyage qui est offert par Caravani. Hein. Je pense que moi, ça fait, puis peut-être que je pourrais commencer par me présenter. Moi, c'est quoi ma relation aussi avec Caravani? Ça fait 14 ans que je guide pour Caravani. J'ai fait énormément de trekking, de circuits d'autres montagnes et tout ça dans mes 7-8 premières années chez Caravani. Puis depuis quelques années, mais j'intègre de plus en plus la pratique du kayak de mer
aux différents circuits que je guide chez Caravani. Et j'ai même, je pourrais le dire, mais je commence à le dire, mais pas trop fort, je pense que j'ai développé une passion pour le kayak de mer, au fait. Je pense que je tripe vraiment à fond là-dessus. Puis ça fait à peu près 5-6 ans comme il faut là, que je l'ai intégré à ma pratique professionnelle aussi, là, le kayak de mer. Donc, le voyage qu'on va vous présenter, c'est vraiment le conte des 1001 îles, des 1001 îles, donc à la baie Georgienne. Puis, c'est un voyage qui est offert en partenariat avec l'organisme Face au vent. Face au vent, c'est un organisme que j'ai fondé. C'est un organisme communautaire en santé mentale. Donc, on offre des expéditions de plein air dans le but de favoriser la santé mentale. Donc, on travaille beaucoup avec une clientèle qui vit des troubles de santé mentale. Puis, en raison de la pandémie, on a diversifié un petit peu notre offre de services. Puis, on a développé un partenariat avec Caravani pour vous offrir l'expédition, les expéditions à la baie Georgienne. Donc, voilà un petit peu le partenaire, on pourrait dire, entre guillemets, local pour Caravani pour cette expédition-là. Donc, il y a une partie, évidemment, des profits qui seront remis à cet organisme-là. Donc, le circuit qu'on va parler ce soir, c'est un circuit de 8 jours. Donc, il y a 4 départs qui sont en juillet et en août. Donc, il y en a 2 en juillet, il y en a 2 en août. Puis, il y a des départs famille aussi qui sont entrecoupés entre les circuits de 8 jours. Il y a aussi des départs pour des groupes familles qui seraient intéressés à faire cette expédition-là. Évidemment, ce n'est pas la même formule, c'est 2 formules qui sont différentes. Pour ce soir, je vais vraiment plus me concentrer sur la formule du 8 jours, donc vraiment l'expédition un peu plus classique à la baie Georgienne. Donc, c'est un peu ça que je vais vous parler, qui est un voyage vraiment entre guillemets en itinérance, où on se promène de campement en campement, alors que le voyage famille, il est plus court, il est de 5 jours, et on reste plus dans la même région. On se concentre sur un campement fixe, puis on fait des explorations à la journée alentour de ce camp fixe-là. Pour aujourd'hui, c'est un petit peu plus le circuit de 8 jours que je vais vous présenter. Jusque-là, est-ce que ça suit? Est-ce que c'est bon? Ça va? Vous avez envie de plonger dans le circuit de la baie Georgienne? Super. C'est super. Excellent. Fait que une des choses là, que moi j'adore, que sérieusement, je pense que j'aurais pu juste vous mettre ces photos-là aujourd'hui, c'est que le circuit, au fait, qu'on fait à la baie Georgienne, il y a vraiment des points de vue à presque tous les campements sur les couchers de soleil. Donc, il y a vraiment le soleil qui se couche à l'horizon. Et c'est vraiment des températures qui sont relativement clémentes, assez belles. Donc, il y a souvent des ciels qui sont dégagés et je dois vous avouer que, comme je vous ai dit, je pourrais juste vous mettre des photos de coucher de soleil tellement j'en ai vu, tellement j'en ai vécu là-bas. Puis évidemment, la deuxième, ça va être aussi une photo de coucher de soleil parce que c'est simplement magnifique, vraiment, pour vraiment observer, pour aller pagayer au coucher de soleil. C'est vraiment, vraiment juste magnifique. Pour le circuit de la baie Georgienne, il y a vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire là-bas. C'est vraiment des paysages vraiment qui sont très typés, qu'on retrouve là vraiment, qu'on ne peut pas vraiment retrouver ailleurs. C'est vraiment, sur cette photo-là, là, on voit des petits îlots rocheux au loin. On arrive presque difficilement à les voir avec des petits arbres. Donc, c'est vraiment, c'est un voyage qui est très rocheux. Hein, on voit beaucoup de roches. On est sur le bouclier canadien, mais c'est en même temps extrêmement doux. OK? Donc, moi, je compare toujours ça presque à des dos de baleine. C'est comme si pendant 8 jours, on va se promener entre des îles et des îlots, puis on voit ces petits îlots rocheux qui sortent tout arrondis là, par les glaciations qu'il y a eu. Donc, on est complètement plongé dans un univers qui est minéral, mais à la fois extrêmement doux. Avec plein de pins qui poussent sur ces arbres-là. Donc, c'est vraiment un paysage très, très classique. Puis, c'est pas pour rien que c'est un des je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler le groupe des Sept, là, qui étaient des peintres canadiens au début du 20e siècle, puis à la fin du 19e, qui avaient peint les grands paysages canadiens. Puis évidemment, les paysages de la baie Georgienne font partie de cette, on pourrait dire, historiographie quasiment là, des paysages canadiens. Donc, c'est vraiment très, très typé. C'est vraiment quelque chose de vraiment très, très unique à la baie Georgienne. Donc, pour vous donner une petite image un peu de,
justement là, de ces îlots rocheux-là, à quoi ça peut ressembler, bien, on dort sur de la roche. Tu sais, moi, c'est comme on est sur le bouclier canadien. C'est le mot que je dis tout le temps pour ce voyage-là. C'est comme on est sur la roche tout le temps. Donc, tu sais, des piquets de tente, là, tu sais, essayer de mettre le piquet dans la terre pour attacher la tente, ça ne marche pas là-bas. Okay? On est que sur de la roche. Donc, c'est vraiment très, très rocheux. Puis, c'est des roches qui sont plates, qui sont très arrondies. Fait qu'on a vraiment des planchers là, pour mettre nos tentes qui sont incroyablement plats, mais incroyablement durs aussi. Okay? Donc, il n'y a pas de problème pour, c'est-à-dire, on va mettre le campement où il y a des campements partout. Il y a plein de places qu'on peut camper, mais c'est un petit peu dur là, pour le matelas de sol. Donc, pour le campement, c'est vraiment ça. On est souvent, j'aime à dire qu'on est souvent dans le paysage. C'est vraiment, on ouvre notre porte de tente, puis on est tout de suite dans le paysage, on est tout de suite happé par la grandeur, par l'horizon. Donc, on essaie toujours d'avoir des campements qui nous portent dans ces impressions-là, dans ces feelings-là, de vraiment, on se sent un petit peu sur le bout du monde, sur le bout de l'horizon. Donc, c'est vraiment, ce que je veux vous faire vivre là-bas, c'est vraiment ces feelings-là de mon Dieu, mec, on a ça à 8 heures de route de Montréal, là, ben oui, on a ça vraiment pas loin de chez nous. Encore, tout ça là, pour vous donner juste un petit peu des idées, là, c'est vraiment comme un paysage très, très classique. On voit, c'est un pin, j'arrive pas à voir, c'est bien quel d'ici. Il faudrait que je touche puis que je compte le nombre de rameaux qu'il y a par épine. Là. Mais c'est vraiment très, très classique. Donc, c'est des îlots rocheux avec des pins dessus, plein de canaux qui entrecoupent ces îles-là. Puis nous, ben, c'est le plaisir de la découverte qu'on fait à travers ça. C'est qu'on se promène à travers ces îlots rocheux-là. Je pense que j'ai dû faire à peu près 8 ou 9 fois ce voyage-là, puis je suis clairement jamais passé à la même place à chaque fois. Il y a toujours des nouveaux coins, des nouveaux recoins à découvrir. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est encore un territoire de découverte. Donc, une des raisons pour lesquelles je tripe tant et j'ai tellement de plaisir à guider ce voyage-là, c'est que moi-même, je suis aussi dans un esprit de découverte parce qu'il y a tellement d'îles que c'est juste comme un terrain de jeu encore vraiment trop grand pour moi, là, puis que ça me fait encore le même effet à chaque fois de retourner là-bas. Donc là, j'ai différentes photos là, qui vont suivre, sont vraiment pour vous démontrer peut-être un peu l'ambiance de ce qu'on va vivre, de ce que j'aimerais que vous partagez là-bas. Évidemment, on va être accompagné par des guides chevronnés. Il y a d'ailleurs M. Guillaume Lachapelle qui est avec nous ce soir, qui va faire, salut Guillaume, qui va faire ses premiers circuits avec nous à la Ville Georgienne cet été. Donc, je suis super content que tu sois là avec nous, Guillaume. Là, sur la photo, on a Pascal Picard et Marina Lagrotte-Lançon, donc qui a passé 40 jours dans une grotte récemment. C'est une autre histoire, on en parlera une autre fois. Mais évidemment, c'est des voyages qui sont accompagnés par des guides professionnels, qualifiés, humains, gentils, compétents, bons cuisiniers. Bref, plein de beaux qualificatifs, mais on est vraiment là pour vous faire vivre une belle expérience. On va continuer ça. Autre chose que j'aime beaucoup de ce voyage-là, c'est que c'est un des rares voyages qu'on a chez Caravanier pour l'instant, hein, dans le contexte qu'on est actuellement, où on peut vraiment jouer avec l'eau. Okay? On peut vraiment aller se baigner fréquemment. C'est sûr que les voyages dans le fjord du Saguenay, à Mingan, c'est des voyages extrêmement jolis, extrêmement beaux et tout ça. Mais une des différences qu'il y a par rapport au circuit avec la baie Georgienne, c'est que la baie Georgienne, on va vraiment comme... Tu sais, c'est vraiment... On fait notre 2h30 à 4 heures de kayak qu'on fait à peu près par jour. Puis après ça, c'est vraiment la vie douce, la Dolce Vita. C'est on va jouer dans l'eau, on peut se baigner, on nage d'île en île. Donc, on a vraiment ce contact-là qui est vraiment très près avec l'eau, puis qui est une des particularités par rapport aux autres circuits qu'on offre chez Caravani. Donc, c'est vraiment un grand plaisir de retrouver mon cœur d'enfant puis de vouloir juste sauter dans l'eau tout le temps. Bref, voilà, j'apprécie particulièrement. Ça, c'est notre objectif. Ça, c'est l'objectif que j'ai à travers le voyage. Là. L'image, pour moi, que je veux que vous voyez, c'est celle-là. Okay? C'est les 3 phares.
c'est particulier parce que c'est rare que sur la même pointe de roche, ils ont décidé de faire 3 phares. Okay? Fait que ça, c'est les Bastard Rock. Donc, c'est la partie la plus éloignée qu'on peut aller à travers ce circuit-là en kayak. Donc, mon objectif, là, je dirais, personnel de guide, c'est de vous amener jusqu'à ces 3 phares-là parce que c'est vraiment particulier, c'est vraiment bien isolé, isolé comme endroit. Puis ce qui est le fun, c'est que des fois, les portes ne sont pas toujours barrées, fait qu'on peut rentrer dans ces phares-là. Sous toute réserve, peut-être qu'ils vont avoir décidé de barrer les portes, là, mais on peut rentrer à l'intérieur et aller voir ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment super spécial à voir. Donc, encore là, juste des photos d'ambiance. Autre image classique de la baie Georgienne, c'est vraiment les pins qui poussent dans le sens du vent. Les vents dominants là-bas, c'est des vents d'ouest. Fait que les pins, puis tout ça, ils sont toujours orientés dans le sens du vent. Donc, il n'y a aucun doute, c'est vraiment des vents d'ouest là-bas. Donc, c'est encore là, c'est vraiment juste pour vous donner l'idée du cheminement à travers les îlots. Puis ça, ce que ça amène là, de ces nombreux îlots-là, c'est que par journée de grand vent, où normalement on ne sortirait pas faire du kayak parce qu'il vente trop, mais il y a toujours moyen de rentrer un petit peu plus à l'intérieur des îles puis de trouver un cheminement qui nous protège du vent puis de pouvoir progresser quand même. Okay? Fait que ça, c'est vraiment plaisant parce que malgré qu'il y a des journées qui peuvent être un peu plus venteuses, on arrive à adapter le circuit pour quand même faire vivre une expérience de déplacement à chaque jour, ou justement dans cet esprit un peu là de découverte, de vraiment se déplacer puis d'aller découvrir des nouveaux endroits. Toujours un peu dans les campements, qu'est-ce qu'on peut voir, comment. Donc ça ne change pas, c'est vraiment des images très, très classiques là, de ce qu'on va vivre là-bas. Toujours un peu la même ambiance et tout ça. Après ça, il y a tout l'aspect un peu plus flore et faune qui est quand même très présente là-bas. Fait que je parle souvent des paysages grandioses, les grands paysages, la vue, l'horizon et tout ça. Mais on va aussi se concentrer sur des choses qui sont plus petites. Des fleurs de nénuphars. Il y a vraiment de la petite végétation qui pousse un petit peu partout. Pas mal de présence de fleurs, d'iris versicolores. Bref, il y a vraiment quand même, quand on arrête de regarder l'horizon, quand ça nous prend comme ça d'arrêter de regarder l'horizon, mais on voit quand même plein, plein de belles choses. Puis, après ça, au niveau de la faune, il y a quand même des belles petites particularités que je vous laisse. Fait que oui, il y a des petites grenouilles comme ça. Oui, les bernaches sont là. Ah, il y a quand même un petit serpent qui est dans le coin quand même. Donc, c'est quand même un espace où il y a une des particularités vraiment. On est super chanceux de toujours avoir ça encore au Canada. C'est une petite zone où il y a encore, on les appelle les Massasauga rattlesnakes. Donc, c'est des serpents à sonnette. Ils sont très doux, sont très tranquilles, sont très paisibles, sont très. J'ai eu à quelques reprises la chance d'en voir. Donc, c'est vraiment pas quelque chose d'agressif. Pas du tout. C'est vraiment quelque chose de doux. Donc, c'est vraiment un animal qui est en voie de disparition dans cette zone-là. Donc, on essaie de tout faire pour quand même préserver l'habitat dans lequel ils vivent. Puis, quand on a la chance d'en voir, c'est vraiment exceptionnel. Autre particularité, il y a des bleuets, il y a des murs pour les gens qui vont faire les circuits plus au mois d'août et tout ça. Et comme faune, mais il y a aussi des ours. Donc, il y a quand même une bonne présence d'ours noirs dans ce coin-là. L'année passée, j'ai guidé 3 circuits, j'en ai vu aucun. Donc, je me demande s'ils ne sont pas en déplacement ailleurs, mais d'habitude, je voyais généralement un petit ours noir passer dans le coin à peu près sur un 8 jours. Là, je voyais toujours un petit ours noir à un moment donné passer, mais j'ai l'impression qu'ils se sont peut-être déplacés un petit peu. Donc, c'est une autre caractéristique là, au niveau de la faune là, qui est particulière, c'est qu'on a la chance parfois d'observer des ours noirs. Ceci dit, ils sont assez paisibles, ils nous laissent vraiment tranquilles, surtout quand on est des groupes et tout ça. Donc, on n'a jamais eu de pépin pour la nourriture ou des choses comme ça. Évidemment, on a des petits comportements à faire. On ne va pas laisser traîner nos choses et tout ça. Voilà, mais sinon, ça arrive qu'on cueille quelques bons petits bleuets pour se faire des bons petits desserts. Les terres sur lesquelles on fait la majorité du circuit, c'est des terres de la couronne et il y a une partie du voyage qui se fait dans le parc de la Rivière aux Français aussi.
Donc, c'est un peu les deux types là, d'aménagement du territoire là, sur lesquels on va être. Fait que, on en profite des fois pour faire une petite cueillette de manière. Là, c'est quand même un bon bol qu'on avait fait, là, mais on était un bon groupe là, pour cette fois-là. Autre chose, moi, je suis un gros tripeux. Moi, je suis géographe de formation à la base. J'ai fait plein de métiers, tout ça, mais je tripe aussi beaucoup sur la géomorphologie. Donc, moi, c'est immanquable. Si je fais un circuit, vous allez me voir le soir marcher seul dans le campement, les yeux par terre à regarder la roche, et ça va être tout à fait normal. Je vais être à la recherche de cannelures, comme on voit présentement. C'est vraiment c'est les glaciers qui ont laissé ces traces-là dans la roche. Donc, moi, j'ai pas pu m'en empêcher. Il faut que je vous partage ça. C'est comme ça, c'est un superbe train de broutures, des broutures concaves. Donc, moi, je passe mes soirées là, après j'ai cuisiné, puis avant d'aller me coucher, je marche là, pieds nus, puis je vais avoir toutes les formes, la géomorphologie du coin et tout ça, puis je vous partage ça, puis vous allez voir des étoiles dans mes yeux. J'ai l'air bizarre comme ça, mais je tripe vraiment là-dessus. Ça, c'est des stries en tête de clou ou en goutte d'eau. J'en ai pas vu souvent dans ma vie. Puis, je suis content d'en avoir trouvé dans la baie Georgienne. Inquiétez-vous pas, c'est la dernière photo de roche que je vous mets pour savoir. Donc, tranquillement, on arrive un petit peu à la fin de la présentation. Puis, je veux juste revenir encore une fois sur les paysages à lesquels il faut s'attendre à travers ce voyage-là. C'est vraiment des paysages comme ça. Puis l'ambiance que je veux créer, oui, je parlais de découverte, d'esprit de découverte, un peu de revivre un peu cet esprit d'aventure-là qu'on vit moins fréquemment dans nos vies. Mais je pense que ce qui est important aussi, c'est le rythme à travers lequel on va faire ce voyage-là. Pour moi, le rythme de la baie Georgienne, c'est doux. Okay? On n'est pas là pour faire de la performance, on est vraiment là pour profiter de la beauté et du calme des paysages. C'est vraiment ça qui est important pour moi. Fait que, il y a les petits apéros, il y a les couchers de soleil, il y a cette vue souvent à l'infini et tout ça. Donc, c'est vraiment cet esprit-là que je veux vous faire vivre là, à travers le circuit à la baie Georgienne. Et ça, c'est mon île, ma petite île que j'ai décidé de baptiser. Non, c'est pas vrai. Mais c'est juste pour, encore une fois, là, quand je vous parlais de d'autres baleines, c'est vraiment cette image-là de roche très arrondie. Là. Puis, j'ai pas encore réussi à monter sur les 30 000 îles de la baie Georgienne, malheureusement. J'en ai fait quelques-unes, mais je les ai pas toutes faites encore. Voilà. Fait que, toujours un peu cet esprit-là de la baie Georgienne, de vent chaud, de vagues, de roches. Vous voyez la personne qui marche, elle marche nu-pied. La roche est douce. La roche est chaude, réchauffée par le soleil. Quand je vous parle de douceur, c'est ça. Ça s'exprime de cette façon-là aussi. En groupe, ça peut ressembler, des groupes un petit peu plus gros, ça peut ressembler à ça. Donc, on va faire des campements dans les mêmes endroits et tout ça. Donc, ça peut ressembler de loin un petit peu à ça. Ce qu'on entend souvent aussi, quand on parle de la baie Georgienne, c'est cette eau transparente-là. Là, je ne veux pas quand même vous décevoir. L'eau la plus transparente, elle est dans la péninsule de Bruce. Okay? Dans la partie où on va être, dans le nord-est, il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas tant que ça. Okay? Fait que, oui, j'ai pris des photos qu'on voit un petit peu les roches à travers cette eau-là, mais c'est quand même vraiment pas la majorité du temps du circuit qu'on va être dans des eaux cristallines comme ça. Okay? Mais il y a quand même quelques endroits qu'on arrive à en voir. Donc, toujours un peu les campements, à quoi ça ressemble. Là. Ça, ce campement-là, il est sur la pointe de l'île Bigsby, donc à peu près à la moitié à peu près du circuit. Quand je vous parlais des trois phares, qui était un peu notre objectif, mais pour moi, là, le terrain de jeu qu'on a, ça, c'est le phare de l'île Géraud, donc qui est le premier phare qu'on voit la première journée quand on va sur l'eau. Donc, c'est comme si j'avais à vous dire, c'est quoi l'itinéraire, ben, si on va du phare de l'île Géraud au phare des Bustard Rocks, puis on revient sur nos pas, on fait une boucle à travers les îles, puis c'est à ça que ça ressemble. Fait que ça, c'est un phare qui est encore actif et c'est une base aussi de la garde côtière canadienne qui est située à cet endroit. Tranquillement, on arrive vers la fin, toujours cet esprit de calme, de douceur. Ceci dit, parfois ça vente. Hein? Je veux dire, des fois, on a des petites traverses à faire entre les îles que ça peut brasser un petit peu là-dessus. Okay? Mais il y a quand même cet esprit-là, c'est qu'on va quand même essayer d'aller chercher des campements qui sont un petit peu plus dans la douceur.
puis je termine, je pense que c'est la dernière photo que j'ai, pour aborder juste tranquillement le circuit famille, le 5 jours famille. L'année passée, j'ai eu la chance de faire un circuit avec une famille de 4 et ça a été vraiment une des belles expériences que j'ai faites dans les dernières années. Ça a été vraiment hyper, hyper chouette. Puis quand je vous parle de circuit qui est tout en douceur, mais c'est que ça permet aussi aux enfants un peu plus jeunes de pouvoir participer, de pouvoir se mettre au défi d'aller dans cette pleine nature-là aussi, puis d'aller explorer les îles qui sont, les milliers d'îles qui sont dans cette région-là. Donc, voilà un petit peu à quoi ça ressemble pour le circuit de la baie Georgienne. Donc, je suis sûr que vous avez des questions. Okay? Ça me fait vraiment plaisir d'y répondre. Donc, en fait, on a manqué le point où vous avez dit le nombre d'heures de kayak par jour. Ah, désolé. On va faire à peu près 8 à 12 heures de kayak par jour. C'est vraiment... non, non, pas du tout. Je vous rassure là-dessus. On fait à peu près 2 heures et demie au plus bas. Puis au plus gros, là, c'est peut-être un 4h, 4h30 environ qu'on fait. Ça, c'est les temps de déplacement. C'est-à-dire pour se rendre du campement A à B, c'est à peu près ça. OK? Ceci dit, des fois, quand on fait des journées qui sont un petit peu plus courtes, alentour de 2h30, 3 heures, pour les personnes qui veulent en faire un petit peu plus, on refait une sortie avant ou après le souper pour les personnes qui veulent en faire un petit peu plus. Donc, en termes d'heures de kayak, c'est à peu près ça. Donc, on essaie d'en faire, en gros, là, ce qu'on essaie de faire, c'est à peu près 2 heures de kayak le matin, donc à peu près de 10 à midi. On essaie de prendre une pause de dîner en chemin, puis de faire 1 heure à 2 heures après la période de dîner. Donc, c'est à peu près ça au niveau du timing. Donc, on essaie de partir vers 10 heures le matin, de démonter le campement pour cette heure-là. Puis, on essaie d'arriver sur le campement aux alentours de 3 heures à peu près, 3 heures l'après-midi pour avoir le temps de monter le campement, puis avoir le temps de profiter de l'endroit où on est aussi. Donc, c'est à ça que ça ressemble les temps pour le kayak. Merci. Ça fait plaisir. Ben moi, j'en ai une en tout cas, puis j'aimerais savoir si c'est des kayaks en plastique ou en fibre de verre, puis si on peut aussi apporter nos propres kayaks. Oui, c'est des kayaks en plastique. Donc, c'est des doubles en plastique. Puis, vous pouvez évidemment apporter vos kayaks sans aucun problème. Il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Le plus facile, ça serait juste de me contacter juste pour valider le modèle de kayak que vous avez. Oui. Puis un peu votre niveau, juste pour m'assurer que tout soit convenable. J'imagine que c'est un kayak solo que vous voulez amener. Oui. Ben, peut-être, je vais voir aussi. Parfait. Fait que peut-être juste comme nous recontacter, juste pour valider, pour juste s'assurer que tout est correct là, de notre côté, puis il n'y a pas de problème. C'est-tu de l'autonomie complète? On part avec la bouffe au complet pendant... Oui, okay. Oui, on part, c'est vraiment de l'autonomie complète pendant les 8 jours, donc on part avec toute la nourriture. On n'est pas dans de la nourriture lyophilisée, des sacs là, qu'on rajoute de l'eau et tout ça, donc on essaye vraiment le plus possible de manger du frais pendant les premiers jours, donc d'avoir fruits et légumes, viande pour les personnes qui sont... juste carnivore ou... oui, c'est ça. Carnivore ou omnivore. Qui sont non végétariens. Pardon, excusez-moi. Puis c'est ça. Donc, moi, j'essaie de me faire vraiment un point d'honneur là, de ne pas avoir de la bouffe en poudre, que je dirais. Donc, on arrive à faire quand même un 8 jours de cette façon-là. Puis, ben, des fois, je garde des surprises, mais il y a des surprises quand même. Là. Ouais, là-dedans. Fait que, évidemment, pour tout ce qui concerne la nourriture, si vous avez une diète particulière, régime alimentaire spécifique, l'important, c'est juste de nous le spécifier. Pour tout ce qui est allergie alimentaire ou régime particulier, il faut juste le mentionner avant. Mais de toute façon, dans le processus d'inscription, là, vous allez être questionné sur ces choses-là aussi. Parfait. Ben, merci. Merci à vous. Allô? Je me demandais si les participants, vous attendez à avoir des gens qui ont de l'expérience puis qui ont fait du kayak pendant l'été, ou ça se peut qu'il y a des gens qui arrivent puis qui n'ont jamais mis les pieds dans un kayak? En fait,
C'est un voyage qui est accessible pour des néophytes, okay? Pour des gens qui débutent le kayak. Donc, il n'y a pas d'expérience préalable pour ce voyage-là. La chose qui est la plus importante, du moins, c'est d'avoir envie de découvrir cette activité-là. Évidemment, c'est un voyage de kayak, donc on va faire du kayak pendant 8 jours. Donc, c'est peut-être le plus important pour moi, c'est vraiment avoir envie de découvrir ça. Donc, je ne m'attends pas à avoir des personnes qui sont expertes, intermédiaires. Ce que j'ai envie d'avoir avec nous, c'est vraiment des personnes qui ont envie de découvrir cette activité-là. Fait que des fois, dans des groupes, on a des gens qui sont plus habitués, qui peuvent, par exemple, amener leur propre bateau. Puis on a des personnes pour qui c'est la première fois qu'ils vont faire du kayak. C'est adapté pour ces personnes-là aussi qui débutent. Pourquoi? Parce que les conditions sont propices pour les gens qui débutent. Donc, en termes d'heures de kayak qu'on fait par jour, ce n'est pas des heures qui sont très, très élevées. Puis au niveau des conditions, comme on arrive à adapter le circuit en fonction des conditions météorologiques, se protéger du vent un petit peu plus, ça fait qu'on est capable d'aller avec une clientèle qui débute aussi dans le kayak à travers ce voyage-là, parce que les conditions puis la capacité d'adaptation qu'on a avec le terrain, ça nous permet d'accueillir des gens qui débutent la pratique de cette activité-là aussi. Est-ce qu'on se promène toujours en groupe toute la journée ou des fois tu peux avoir un groupe de plus intermédiaire et un groupe de plus débutants? Pour le déplacement de campement en campement, on est tout le monde ensemble. Après ça, ce que je fais quand j'ai des personnes des niveaux qui sont vraiment différents, c'est que, exemple, en après-midi, mais je vais faire une sortie plus longue pour les personnes qui sont avancées. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on fait parce que, en fait, c'est important de rester en groupe parce que c'est tellement facile de se perdre. Vous allez comprendre quand vous allez le vivre, là, mais c'est vraiment important d'être ensemble. Bien qu'on peut se dire, là, avec, mettons, moi, puis je vais travailler avec Guillaume pour le premier circuit au mois de juillet, mais on peut se dire, OK, on va se retrouver à Bixby ou à Cunningham ou à telle île. Je préfère de loin être ensemble pour le déplacement de campement à campement. Puis après ça, pour les personnes qui voudront en faire plus, mais on pourra aller explorer d'autres îles un petit peu plus loin ou des choses comme ça. Je préfère ce fonctionnement-là là, pour adapter le circuit à différents niveaux. OK, merci. Ça fait plaisir. Oui, Jacques, quelques questions en rafale. Oui. Donc, ce que j'en comprends, c'est qu'on aura 2 guides, presque 3 ou 2 guides. 2 guides. Et moi et Sylvie sommes plutôt habitués à la baie des Chaleurs, faire du kayak dans la baie des Chaleurs, qui porte très mal son nom. Donc, on a des wetsuits de 3 mm pleine longueur. Est-ce qu'il faut envisager de les apporter ou si c'est seulement le maillot de bain qui est de mise? En fait, dans les conditions qu'on a, on n'a pas besoin de wetsuit. Donc, au niveau des températures là, qu'on peut encadrer des groupes sans vêtements isothermiques, on est dans les températures où on n'a pas besoin de vêtements isothermiques. Ceci dit, je pourrais quand même vous dire que pour des personnes qui savent qui ont des problèmes avec la gestion de la chaleur, ça peut être quand même intéressant d'en apporter. Mais ceci dit, ce n'est pas dans la liste de matériel. Ce n'est pas une pièce d'équipement qu'on a besoin pour faire ce voyage-là. L'eau est assez... c'est la baie Georgienne chaude, mais pas comme la baie des Chaleurs. Oui, la baie des Chaleurs porte mal son nom. Oui, tout à fait. Tout à fait. Fait que, non, ce n'est pas une pièce d'équipement qu'on a besoin. Mais tout ça pour vous dire merci de votre présence aujourd'hui. N'hésitez pas à contacter l'équipe de Caravanier si vous avez des questions.